Quelle solution pour une réouverture des frontières nigérianes fermées depuis 6 mois aux marchandises? C'est une question au centre d'une concertation qui se tient à Ouagadougou et à laquelle prennent part les ministres de la CEDEAO en charge de la libre circulation des biens et des personnes. Les conclusions de leurs travaux ont été présentées cet après-midi au président du FASO. Dans l'actualité également, le Premier ministre est en visite officielle dans la région du Sud-Ouest. Dans les 4 provinces que compte la région, Christophe-Marie-Joseph Dabiré échange avec les forces vives. Dans ce journal, nous ferons le point des étapes du Ioba et de la Bougouriba. Yacouba Isaac Zida serait le candidat du mouvement patriotique pour le salut à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. L'annonce est faite par le secrétariat exécutif national du MPS ce 15 février. Les raisons de ce choix à découvrir dans cette édition. Dans l'actualité également, à quoi servent véritablement les postes de péage érigés sur les routes nationales bitumées? La question mérite d'être posée au regard de l'état dans lequel se trouvent ces infrastructures dans leur majorité. Des postes de péage non fonctionnels ou totalement dégradés, c'est ce que vous verrez dans les dossiers de cette édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, les ministres de la CEDEAO en charge du commerce, de l'intégration et du transport étaient au palais de Kosiam cet après-midi. Ils sont allés rendre compte de leurs travaux au président du FASO sur la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO. La rencontre de Ouagadougou a essentiellement porté sur la nécessité de la réouverture des frontières terrestres nigérianes. Explication avec Issaka Oudrago et Oumou Sissi. Depuis le mois d'août 2019, le Nigeria a fermé ses frontières terrestres aux marchandises. Une fermeture qui va à l'encontre des fondamentaux de la CEDEAO, à savoir la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace. Et pour trouver des solutions à ce problème, les ministres de la CEDEAO en charge de l'intégration, du commerce et du transport sont à Ouagadougou depuis le 13 février dernier. À l'issue de 2 jours de travaux, ils sont à Kosiam pour faire le point à Rockmal Christian Kabouri. Cette rencontre conviée donc par le chef de l'État, le président du FASO, à sa qualité de champion de la CEDEAO sur la libre circulation. Ce mandat lui a été confié par ses pairs qui ont souhaité qu'il puisse rencontrer non seulement les 3 pays concernés directement, c'est-à-dire le Nigeria, le Niger et le Bénin, mais également les autres pays qui sont affectés, pour voir dans quelle mesure les discussions peuvent être engagées donc, pour ouvrir les frontières du Nigeria. Nous avons pu faire des recommandations au chef de l'État et nous venons donc de lui faire le point. Il nous a donné des orientations pour la suite et lui-même a pris l'engagement d'examiner ces recommandations et puisqu'il a été mandaté par ses pairs, il va leur rendre compte et il va essayer dans la mesure du possible d'aboutir aux résultats qui ont été souhaités donc par l'ensemble des chefs d'État de la sous-région. Pour le ministre Paul Tiendré Biologo et ses pairs, ces recommandations visent à renforcer l'intégration sous-régionale basée sur la libre circulation des biens et des personnes. La fermeture des frontières terrestres du Nigeria avec le Bénin dans le domaine du transport des marchandises était donc le principal point inscrit à l'ordre du jour de la rencontre de Ouagadougou. Pas de communiqué officiel sur cette rencontre, le ministre ayant préféré laisser l'initiative au président du FASO, par ailleurs champion de la libre circulation des biens et des personnes. Son discours a été prononcé par le ministre burkinabé de l'intégration à l'ouverture des travaux. Nous vous proposons un extrait. En décidant de la création de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 28 mai 1975, les pères fondateurs avaient pour ambition principale de faire de l'Afrique de l'Ouest une région économiquement forte, réellement intégrée et débarrassée de toutes entraves ou barrières. Nous pouvons aujourd'hui légitimement nous réjouir des nombreux acquis engrangés. L'on notera principalement l'adoption de ce schéma de libéralisation des échanges, protocole sur la libre circulation des personnes et des biens, le droit de résidence et d'établissement et l'ensemble de ces actes additionnels, l'adoption du tarif extérieur commun, celle de la carte d'identité biométrique, etc. Nous pouvons être fiers de cette sous-région à l'intérieur de laquelle les citoyens circulent librement et qui est citée à raison
comme un exemple d'intégration avancée. Ces acquis ne doivent cependant pas occulter les nombreux défis que notre organisation communautaire doit encore relever pour devenir un modèle d'intégration irréversible. Il s'agit essentiellement de ceux liés à l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. Le président de la Task Force sur le schéma de libéralisation des échanges ici présent peut en témoigner, fort notamment de ses visites inopinées dans les postes de contrôle frontalier et sur les corridors. Pourtant, l'intégration, c'est la liberté de mouvement des personnes, mais également des marchandises. En tant que gouvernement, les populations nous observent et nous attendent sur cette question. Les acteurs de la chaîne des échanges commerciaux intracommunautaires nous observent et nous attendent. Il nous revient donc de prendre les dispositions nécessaires afin que nos vaillantes populations puissent aller et venir sans entrave, sans difficulté aucune d'un pays à l'autre, que nos braves commerçants et opérateurs économiques puissent approvisionner paisiblement la sous-région en marchandises diverses. Dans l'actualité de ce 15 février, le Premier ministre est en visite officielle dans la région du Sud-Ouest. Première étape de cette visite à le Yoba, la province d'origine de Christophe-Marie-Joseph Dabiré. À Dano, il a échangé avec les autorités administratives coutumières sur des questions d'actualité et des préoccupations relatives au développement de la province. Les points avec Issa Kazabré et Lambert Souma. En Dagara, puis en français et sans langue de bois, le Premier ministre Christophe-Joseph Dabiré est venu saluer et solliciter le soutien des populations de la province du Yoba. Ce face-à-face prévu de longue date se tient maintenant à cause de la situation nationale. Qu'à cela ne tienne, les forces vives de la province du Yoba ont profité de cette occasion pour exposer leurs préoccupations. Des questions liées à l'éducation, à la santé, à la jeunesse, à la formation professionnelle et aux infrastructures ont été soulevées. Séance tenante, des réponses sont apportées par certains membres du gouvernement. Alors, du CER 2019, nous avons réalisé, achevé ou en cours de réalisation et d'achèvement 24 CEG dans la province du Yoba. Et 28 écoles pour résorber donc, les classes sous paillotes, donc 28 écoles de 3 classes. Nous avons réalisé aussi 5 écoles de 3 classes pour normaliser les écoles incomplètes. Il y a la route régionale numéro 25 que vous avez évoquée dans son tronçon pour Mané, Dano, Guéguéré, Naka. Donc, dont les travaux vont commencer dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et nous avons donc recruté 50 jeunes que nous avons formés en 45 jours en BTP. Et cette formation, pendant qu'ils suivaient la formation, en même temps, ils étaient en train de refaire donc, la maison de jeunes. Ça veut dire que c'est une formation duale. Les représentants des élus locaux, des anciens, des femmes, des jeunes, bref, l'ensemble des populations de la province du Yoba ont suivi avec attention ces explications. Elles se disent satisfaites de la démarche. On fait confiance à ces ministres qui ont répondu en espérant que ces préoccupations-là trouveront solution. Mais je peux dire immédiatement que séance tenante ou 2 jours après, ça va être ces préoccupations vont trouver solution. Mais j'ai bon espoir que d'ici quelques mois, on verra le début de réalisation de quelques-unes de ces préoccupations-là. Après près de 2 heures d'échange, Christophe-Joseph Dabiré appelle à l'union et à la cohésion. Vous, en tant que force vive, sentinelle de la région, qui attire l'attention du gouvernement, et nous, en tant que gouvernement, chargés de répondre aux préoccupations de l'ensemble des populations, si on travaille ainsi en symbiose, je suis convaincu que le développement se fera au profit de l'ensemble des populations de notre province. Avant cette rencontre, le Premier ministre a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Dano. Et après Dano, le Premier ministre a mis le cap sur Djibougou dans la Bougriba. Sur place, il a également eu une rencontre avec les forces vives de cette province. Et là aussi, les échanges ont porté sur les préoccupations inhérentes à la province de la Bougriba. Issa Kazabré et Lambert Souma.
C'est dans la pure tradition Djan que le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiri, est accueilli ici à Djebougou. Un bon de foule, une visite de courtoisie au chef de terre, place maintenant la rencontre avec les forces vives. La construction ou la mise à niveau des infrastructures scolaires, la réhabilitation des routes, des formations en entrepreneuriat au profit des jeunes, voici quelques doléances des forces vives de la Bogoriba. Mais ce n'est pas tout. Il ne serait pas indélicat d'attirer votre attention sur la situation des retraités en général, dont la majorité prime avec une faible pension. La construction de fourrages dans les secteurs et villages de la Bogoriba, l'aménagement des parcelles autour des retenues au profit des femmes. L'amélioration de la santé de la femme à travers le renforcement de la lutte contre les mutilations génitales féminines. En réponse aux différentes préoccupations, les ministres concernés apportent des éléments de réponse. Pour le chef du gouvernement, cette rencontre sonne comme une invite à l'unité nationale et à l'unité pour la construction du pays. Nul ne cesse, en tant que force vive de la nation, de rappeler au gouvernement qu'il y a des choses à faire. Mais nul ne cesse aussi de reconnaître que le gouvernement fait beaucoup de choses, mais malheureusement c'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. L'union sacrée et l'unité des fils et des filles de notre pays pour apporter les réponses appropriées aux préoccupations que nous avons, la réponse appropriée aux terroristes. Après cette étape, le Premier ministre et sa délégation se rendront à Batié dans la province du Noubiel. Autre point de l'actualité, et nous évoquons à présent les activités des partis politiques. L'Union pour le progrès et le changement a mobilisé ses militants ce samedi à Sapone dans le Bas-Zega. Le président et d'autres responsables de l'UPC sont allés présenter le député Kwilga Daniel Nikiema aux militants de la province. Rappelons que le député Nikiema est celui-là même qui a remplacé Élysée Kiemde, déchu de son mandat suite à une décision du Conseil constitutionnel. Amadou Ilboudo et Maïmouna Traoré. L'Union pour le progrès et le changement présente le député Kwilga Daniel Nikiema aux militants du parti dans le Bas-Zega. Et ceux-ci n'auront pas du mal à le reconnaître puisqu'il porte ses attributs de parlementaire, des attributs qu'il porte depuis quelques mois seulement. Il remplace Élysée Kiemde, déchu de son mandat par le Conseil constitutionnel le 26 septembre dernier. Et pour le parti, c'est donc normal de présenter le nouveau député à la base. Les gens ont été habitués à fréquenter le député précédent. Maintenant, ils pourront faire la différence. Kwilga Daniel Nikiema promet donc de bien accomplir sa mission pour mériter la confiance de son parti et des populations. Le député doit faire comprendre aux populations qu'il est à leur disposition, à leur portée. Et le fait de faire ce travail de député sur le terrain, je pense que c'est le principal outil pour me faire adopter par cette population. Nous ne sommes pas en campagne électorale pour que je dise mon parti, voilà son programme, il va faire ceci, il va faire cela. Il va faire pour l'instant ce que le député doit faire en dehors de ce qu'il fait au sein de l'hémicycle. C'était aussi l'occasion pour le président de l'Union pour le progrès et le changement, Zéphirin Diabré, de sonner la mobilisation des troupes pour une victoire du parti aux prochaines échéances électorales. Yacouba Isaac Zida, candidat à l'élection présidentielle pour le compte du mouvement patriotique pour le salut. C'est l'information que les responsables du MPS ont donnée à la presse ce samedi ici à Ouagadougou. Pour ce parti, l'homme est le seul à pouvoir redonner au Burkina Faso son lustre d'antan. Autre sujet évoqué à cette conférence de presse, les opérations de délivrance de CNIB que le MPS tient à dénoncer. Les détails avec Isiaka Nana. Yacouba Isaac Zida, candidat du mouvement patriotique pour le salut MPS à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. C'est l'appel solennel lancé au président d'honneur du MPS par le secrétariat exécutif national. Au regard de la situation nationale chaotique, le MPS est persuadé que son président d'honneur est l'homme capable de sortir ce pays du chaos et de lui donner son lustre d'antan
de faire en sorte que les Burkinabés soient à nouveau fiers d'être Burkinabés. Le MPS appelle tous ses militants à œuvrer pour que le retour au Bercail de leur président d'honneur se fasse de manière digne et respectable en raison de son statut d'ancien chef de l'État. Et à la question de savoir si Yacouba Isaac Zida ne sera pas poursuivi par la justice burkinabé dès son retour au pays, le professeur Augustin Loada se veut on ne peut plus clair. Naturellement, il est prêt à répondre, comme chacun de nous, si nous sommes des citoyens respectueux de l'état de droit, nous devons être prêts à tout moment à répondre aux questions que les juges pourraient nous poser. Voilà. Tout ce que nous demandons, c'est que nos droits, la présomption d'innocence, par exemple, entre autres, soient respectés. Nous ne voulons pas que pour certains citoyens, il y ait une présomption de culpabilité, comme on le voit hélas trop souvent. Après avoir fustigé la gestion du pays par le pouvoir du MPP, le professeur Augustin Loada et ses camarades dénoncent ce qu'ils qualifient de clientélisme électoral à l'heure des élections qui se manifesteraient par des campagnes d'établissement des cartes nationales d'identité burkinabé. En attendant, ce genre d'initiative se multiplie justement pour permettre à des citoyens burkinabés de disposer de leur carte nationale d'identité. Une opération de délivrance subventionnée de CNIB à 500 francs CFA a débuté ce samedi au profit des habitants du quartier Samandé de Ouagadougou. L'activité est portée par un mouvement de jeunes qui soutiennent le président Roch-Marc Christian Kaboré, Souleymane Sanou et Mamadou Ba. Terrain tam-tam de Samandin à Ouagadougou. Les populations se mobilisent pour se faire délivrer une carte nationale d'identité burkinabé. Le précieux sésame coûte ici 500 francs CFA au lieu de 2500 et va concerner 1000 personnes. Une action menée par le mouvement des jeunes pour le soutien au président Roch-Marc Christian Kaboré. L'activité a été initiée pour permettre au maximum de personnes qui puissent avoir leur carte d'identité burkinabé en vue des élections à venir. Voilà, parce qu'on sait que ce n'est pas vraiment facile aussi, et dans notre pays aussi, de pouvoir avoir ces documents à temps. C'est une œuvre sociale et j'ai financé ça à près de 3 millions. Rien que les CNIB, les 1000 le font 2000 et sans compter l'organisation qui s'ensuit. Les opérations de délivrance de CNIB se mènent concomitamment avec l'enrôlement des électeurs pour les élections couplées de 2020. Si les organisateurs de cette délivrance de CNIB subventionnés se défendent de la réaliser à but électoraliste, les bénéficiaires, eux, restent divisés sur cette question. Même s'ils reviennent, ce n'est pas possible pour moi de voter pour quelqu'un. Parce que moi, en tant qu'étudiant, quelqu'un qui se dit qu'il connaît ses droits, je ne peux pas accepter d'être corrompu. Donc, pour moi, ça ne marche pas. Pour moi, je ne vois pas d'inconvénient, puisque du moment que l'effort qu'ils ont fourni là, vraiment, c'est à encourager. Donc moi, je ne vois pas d'inconvénient par rapport à ça. Le mouvement des jeunes pour le soutien au président Roch-Marc Christian Kaboré en a profité pour remettre 5 tonnes de vivres aux personnes démunies. Autre point de l'actualité, la Société nationale d'électricité du Burkina a entrepris des travaux dans le but de renforcer sa capacité de production. Cela se passe précisément à la centrale électrique de Kosodo à Ouagadougou et le coût des travaux s'élève à plus de 52 milliards de francs CFA. Il est attendu sur ce site une production supplémentaire de 50 MW. Ce matin, le ministre de l'Énergie est allé constater l'évolution des travaux. Ismaël Zilou. La Sonabel est en chantier à la centrale de Kosodo. Sur ce site, la nationale de l'électricité veut augmenter de 50 MW sa production d'électricité. Les ouvriers sont à la tâche pour la construction du parc de combustible et de la salle des machines. D'ici fin mars, l'installation des machines devrait commencer afin que la centrale soit fonctionnelle dès le début du mois de novembre 2020. La pièce la plus importante de la centrale sont en route. Je crois d'ici fin avril, nous avons tous les équipements ici et vous allez voir comment la finition sera très rapide. À terme, ce projet de renforcement de la centrale électrique de Kosodo devrait coûter plus de 52 milliards de francs CFA. À ce jour, le taux d'exécution physique des travaux est de près de 60%, contre une exécution financière de 27%.
L'entreprise en charge des travaux invite ainsi le gouvernement à faire preuve de plus de diligence. Nous avons pris bonne note, en tout cas c'est une grosse épine dans leurs pieds et nous allons tout faire pour les soulager. Je vais donc avoir une séance de travail avec le ministre des Finances pour voir à leur niveau qu'est-ce qui peut être fait pour faciliter ces aspects-là, mais aussi pour accélérer le décaissement. En plus de la visite du chantier, le ministre de l'Énergie a salué le travail que les agents des centrales électriques de la Sonabel abattent dans l'ombre pour la satisfaction des Burkinabés. Il a rappelé le rôle qui est le leur dans le projet de couvrir 45% des besoins en électricité du Burkina Faso d'ici fin 2020. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme rend compte du fonctionnement de son département. Face à la presse à Bobo-Dioulasso, Abdul Karim Sango présente également les perspectives de son ministère pour le compte de l'année 2020. Cette année, le principal défi, c'est l'organisation réussie de la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso. Hassan Garabou, Mireille Carola, Tugma. 2019, une année culturelle, artistique et touristique, passée sur fond d'insécurité. Le ministre en charge de la culture fait le bilan de la gestion de son département. Des résultats considérables engrangés tout de même dans les différents secteurs que compte ce ministère. En ce qui concerne la promotion et la valorisation du patrimoine culturel national, c'est l'inscription des sites de métallurgie ancienne du fer au patrimoine mondial de l'UNESCO lors de sa 43e session à Bakou, en Azerbaïdjan, traduisant ainsi la reconnaissance de la grande richesse de notre patrimoine culturel national. Dans le domaine du développement de l'entrepreneuriat culturel et des arts, les réalisations majeures obtenues sont entre autres l'organisation conjointe réussie du 50e et de la 26e édition du FESPACO, qui a permis de confirmer le leadership du Burkina Faso en matière de cinéma en Afrique, avec 165 films sélectionnés, dont 22 films burkinabés. Il ressort également que le secteur de l'hôtellerie a connu une croissance avec une augmentation du nombre de touristes comparativement à 2018. Des acquis à consolider à travers des perspectives pour 2020. Au niveau de la culture, en 2020, nous entendons relever le défi de l'organisation réussie de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture, qui va se tenir du 28 mars au 4 avril 2020, avec pour pays invité d'honneur la République du Mali. La réalisation du plan architectural de la Cité des artistes de Bobo-Dioulasso et éventuellement la pose de la première pierre. Pour 2020, le ministère en charge de la culture compte poursuivre la promotion du tourisme interne et invite est donc faite aux hôteliers de rationaliser les prix des chambres d'hôtel. Autre titre de l'actualité, on en vient au dossier de ce journal. Des postes de péage érigés sur la quasi-totalité des routes nationales bitumées. C'est le constat que l'on peut faire à travers le Burkina Faso. Ces infrastructures devraient permettre à l'État de mobiliser des recettes financières importantes. Mais ils sont nombreux, ces postes de péage qui ne sont pas fonctionnels ou qui sont tout simplement dans un état de dégradation avancée. Constat et explication dans le Haut-Bassin avec Lamine Karantao et Karim Sissi. Poste de péage, route Bobo-Dioulasso, Diebougou. Ici, les automobilistes passent comme une lettre à la poste. Aucun agent, aucune barrière. En réalité, depuis sa construction, il n'a jamais été fonctionnel. Un cas qui est loin d'être isolé. Là, nous sommes au poste de péage de Koumi, sur la route Bobo-Dioulasso-Rodara. Et aucune âme qui vive. Au poste de péage de Koloko, herbes, arbustes, insectes et reptiles se disputent les lieux. Même décor au poste de péage de Nyankoloko. Entre-temps, il y avait un processus de concession du péage, en fait. Et donc,
subitement, on a vu qu'il y avait des constructions à tout azimut. Et quand vous prenez les règles même du péage, il y a certains postes qui sont construits qui ne répondaient pas aux normes, pour poser ces postes de péage. Donc ça fait que subitement ça cause un problème. Au-delà des régions des cascades et des hauts bassins, le problème des postes de péage construits et non fonctionnels touche l'ensemble du pays. Et pour faire face à ce problème, le Fonds d'entretien routier avait entrepris de faire un redéploiement des agents. Mais depuis, la mesure peine à se concrétiser. Le redéploiement là, ça traîne. Parce qu'il y a d'autres qui sont en surnombre dans les postes, tandis qu'il y a d'autres postes, il n'y a pas quelqu'un. Donc il était question de redéployer là où il y a trop, ils sont en surnombre, en tout cas à d'autres postes. Je pense que si la liste est sortie, on te dit d'aller travailler dans tel poste, on va voir si tu vas refuser. Dans les textes du péage, depuis que le péage a été transféré au fonds d'entretien routier, les textes sont clairs là-dessus. La loi 033 dit qu'on peut travailler, on peut vous affecter partout. La non-fonctionnalité des postes de péage engendre naturellement la dégradation des infrastructures. Des fenêtres et des portes arrachées par-ci, des plaques solaires et des batteries vandalisées par-là, les guérites et les barrières ne sont pas non plus épargnées. Et paradoxalement, les infrastructures des péages fonctionnels sont dans un piteux état. Au moment où on faisait les guéris, par exemple, route Ouaga, il y a des agents qui n'empruntaient pas la voie à son temps. On prend les engins des milliers de travaux publics là. Ensuite, les gens n'ont pas tenu compte de l'espace pour faire les guérites. C'est les usagers, bon, souvent les véhicules n'ont pas de bons freins, la barrière est fermée, ils viennent cogner. Bon, c'est dû à ça. Il y a des gens aussi qui dorment la nuit et puis qui viennent cogner la guérite. Conséquence, les agents ont souvent du mal à exécuter leurs tâches avec efficacité. Si certains usagers de la route marquent volontairement un arrêt pour prendre leur ticket de péage, d'autres par contre refusent de le faire. Vous voyez les véhicules d'INA. Voilà des véhicules où on a permanemment des difficultés avec. Une fois ils voient qu'il y a une distance comme ça du goudron, paf, il est parti. Parce que la barrière est ouverte. Et ça aussi, on ne peut pas accuser un agent. Parce que chaque fois, les régisseurs, nous-mêmes, travailleurs, on fait des rapports pour informer l'autorité que nos barrières sont gâtées. Vous constatez la barrière même, ici, c'est cette voie-là. C'est gâté. C'est gâté. On essaie de faire avec. Mais les barrières servent à arrêter les véhicules. Les petits véhicules, ils peuvent s'arrêter. Si la barrière est fermée, on oblige l'usager à s'arrêter, à prendre le péage. Mais si la barrière est ouverte, l'usager est libre de passer comme il veut. Nos différentes démarches auprès du ministère en charge des infrastructures pour obtenir de plus amples informations sur ce problème de poste de péage sont restées sans suite. Et au fil des jours et des années, ce sont d'importantes recettes que l'État burkinabé perd, alors que selon la philosophie qui sous-tend la mise en place des postes de péage, la route doit s'autofinancer. Dans l'actualité également, la nation burkinabé reconnaît le mérite de ses fils basés à Addis Abeba, en Éthiopie. Ils sont 4 fonctionnaires à recevoir des distinctions honorifiques pour services rendus à leur pays. Leur décoration a été faite le 10 février dernier par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Nous voyons cela dans ce reportage de Olopoda. Jour de récompense à l'ambassade du Burkina Faso à Addis Abeba. 4 fonctionnaires burkinabés en mission en Éthiopie ont vu leurs efforts pour la marche radieuse de leur nation couronnée. Aminata Samaté, commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine, élevé au rang de commandeur de l'ordre de l'étalon. L'ambassadeur Léopold Bonkungu, chevalier de l'ordre de l'étalon. L'adjudant-chef-major Abdoulaye Zorom et le sergent Sibiri Ouedraogo ont chacun reçu la médaille militaire. J'ai pratiquement passé toute ma carrière ici à Addis Abeba. Je suis arrivé ici en 1997. Et je n'ai jamais coupé
totalement avec Addis Abeba. C'est vous dire aussi, sans le soutien des Burkinabés qui sont ici, nous n'aurions pas pu faire ce travail et mériter cette médaille. J'estime qu'au-delà de ma modeste personne, c'est l'ensemble de tous les collaborateurs qui au quotidien soutiennent l'action de l'ambassade pour défendre au mieux les intérêts du Burkina Faso ici à Addis Abeba. À cette occasion, je voudrais en tout cas remercier mes chefs et mes collaborateurs qui m'ont accompagné dans cette mission qui vraiment s'achève très bien pour moi. Distingués pour leurs valeurs professionnelles et pour service rendu à la nation, ces récipiendaires qui ont reçu leur médaille des mains du ministre des Affaires étrangères et de la coopération ont témoigné leur satisfaction et leur reconnaissance à l'endroit des autorités burkinabées. Cette décoration vise d'abord à reconnaître leur mérite, le mérite de leur travail pour le Burkina Faso, pour ceux qui sont donc à l'ambassade, à la mission permanente, et également le mérite au niveau international qui fait donc que le Burkina puisse témoigner sa reconnaissance et décerner donc une médaille à Mme Minata Samateur. La communauté burkinabé vivant en Éthiopie a fait le déplacement de la représentation nationale à Addis Abeba pour être témoin de l'événement. Une occasion pour le ministre Alpha Bari d'exhorter ces burkinabés vivant loin de la mère patrie à demeurer dans la solidarité et la communion fraternelle. Retour au Burkina Faso pour évoquer ce soutien adressé aux personnes déplacées internes. L'élan de solidarité envers ces personnes se poursuit cette fois avec la Fédération de la Russie. Elle fait don de 600 tonnes de vivres d'une valeur de 600 millions de francs CFA pour la prise en charge des déplacés internes. La remise du don est intervenue ce samedi à Ouagadougou. Oscar Soulama et Isiaka Nana. La Fédération de Russie traduit sa solidarité et sa compassion au peuple burkinabé. Elle fait don de 540 tonnes de petits pois et 60 tonnes d'huile d'une valeur de 600 millions de francs CFA aux populations déplacées internes. Des vivres remis au Programme alimentaire mondial PAM ce samedi matin. Grâce à ces dons, ce sont près de 45 000 personnes déplacées ainsi que des familles d'accueil qui vont bénéficier d'une assistance alimentaire pendant 4 mois. La Russie a toujours été à côté de ceux qui souffrent. La Russie, évidemment, ne peut pas rester insensible à toutes ces souffrances, dont la preuve, c'est ce don humanitaire que vous avez devant vous, et je pense que ce n'est pas le dernier. La Russie va continuer à aider le Burkina Faso. Et c'est l'honneur du PAM d'être la conduite, la façon par laquelle cette assistance de la Russie arrive ici au Burkina Faso. Une solidarité agissante salué par le département en charge de l'action humanitaire. Pour le représentant du ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la famille, ce don traduit la vitalité des relations entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. Ça s'inscrit également dans le cadre de l'appel à la solidarité nationale et internationale qu'a fait le chef de l'État. Donc nous ne pouvons que marquer notre satisfaction et remercier une fois de plus le peuple de la Fédération de Russie pour sa solidarité envers le peuple du Burkina Faso. Selon Seydou Soulama, on dénombre à ce jour plus de 614 000 déplacés internes au Burkina Faso, dont près de 30% de femmes et 58% d'enfants. Et justement, parmi les personnes déplacées, beaucoup sont des femmes obligées d'abandonner leurs activités génératrices de revenus. Mais pour celles qui sont toujours dans des zones touchées par l'insécurité, une initiative a vu le jour pour leur permettre d'être autonomes et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Cette initiative a sur le projet dénommé « Semer la graine de la paix ». Des précisions avec Urbain Benito Somé et Oumou Sissi. Faire de ces femmes des femmes plus entreprenantes et plus épanouies, malgré le contexte d'insécurité dans lequel elles vivent, c'est l'objectif recherché par l'association ICRA. Pendant 3 jours, ces femmes ont reçu une formation théorique et pratique en entrepreneuriat, notamment en saponification. Toutes ces femmes-là viennent des zones d'insécurité. Au total, il y avait près de 40 femmes ici. Les femmes sont prêtes à entreprendre. Elles sont prêtes et elles vont aller entreprendre malgré la situation. Et pour le bien-être de leur famille,
pour le bien-être des communautés. Nous avons des femmes là-bas, nous allons aller réinvestir les acquis que nous avons ici. Par exemple, nous avons des apprenants. Nous allons aller travailler avec ces apprenants pour qu'elles puissent avoir aussi les savoirs que nous avons acquis ici. Et aussi développer quelque chose qui va leur permettre d'avoir des revenus. Organisée par l'association ICRA avec le soutien de l'ambassade des États-Unis, cette formation en entrepreneuriat entre dans le cadre du projet Semer la graine de la paix. L'association ICRA est une partenaire avec l'ambassade aux États-Unis au Burkina Faso. Ce projet est un exemple de la politique américaine engage ensemble notre activité au Burkina. Et pour permettre à ces femmes de mettre en pratique la formation reçue et de développer leurs différentes activités, elles ont reçu du matériel de production. 50 millions de femmes africaines ont la parole. Cette affirmation est en réalité le nom d'un autre projet qui vise également l'autonomisation des femmes à travers une plateforme virtuelle. Concrètement, à travers ce projet, des femmes de 38 pays africains passeront par le réseautage et le partage d'informations pour améliorer les conditions financières et non financières. Le lancement du projet est intervenu hier 14 février à Ouagadougou. Lassina Ouattara et Oumou Sissi. www.womenconnect.org, une plateforme d'interconnexion entre les femmes entrepreneuses africaines. Une plateforme du donner et du recevoir mise en place par la Banque africaine de développement dans le cadre de son projet 50 millions de femmes africaines ont la parole. C'est une plateforme qui va fournir des informations financières et non financières pour les femmes en Afrique. C'est une plateforme qui va fonctionner avec des composantes information, des composantes donc, de réseaux sociaux, c'est-à-dire des forums, de création de groupes, des informations qui vont circuler. Les gens vont aussi poster sur leur mur, avoir leur profil. Nous avons besoin que les femmes échangent entre elles. Il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui restent dans les soucis et elles pensent qu'elles sont seules. Et cette plateforme permettra à ces femmes de partager l'expérience, de rechercher l'information et de pouvoir aller booster leur entreprise en capitalisant l'expérience des autres. Car le projet regroupe des femmes entrepreneurs de 38 pays, de 3 communautés sous-régionales. Et pour capter le maximum de femmes burkinabè, l'équipe pays a déjà sa stratégie. C'est déjà encourager et mentorer d'autres jeunes, d'autres personnes à s'inscrire au niveau de la plateforme. Mais également, essayer aussi d'être disponible tant que possible pour d'autres jeunes qui veulent avoir des informations, des conseils dans la mise en œuvre ou bien dans la gestion de leurs entreprises. Le projet 50 millions de femmes africaines ont la parole vise à faciliter l'autonomisation économique et financière des femmes en levant les obstacles juridiques et culturels qui entravent leur épanouissement. Il entend surtout faciliter leur accès au financement. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur nos antennes, c'est à 22h30 dans une présentation de Adama Koulibaly. Merci de votre fidélité à la RTB et à très bientôt.